Bonjour, bienvenue sur la Van Morgan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais reprendre et terminer 3 hommes dans un bateau sans parler du chien que j'avais légèrement trop bien rangé pour le terminer avant. Voilà. J'espère vraiment que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. Chapitre 18. Écluse. Nous sommes prises en photographie, Georges et moi. Wallingford, Dorchester, Abingdon, un vrai procréateur, un bon endroit pour se noyer, un trajet difficile, effet démoralisant de l'air fluvial. J'ai peur de l'avoir déjà lu. Si c'est le cas, je suis désolée. Nous quittâmes Streatley le matin de bonne heure et remontâmes à l'aviron jusqu'à Culham, où nous couchâmes sous la toile dans le bras de dérivation. Entre Streatley et Wallingford, la Tamise n'a rien de très intéressant. Au-delà de Cleeve, on rencontre un bief de 14 km sans une écluse. C'est là le plus long trajet ininterrompu qu'il y ait en amont de Teddington et le club d'Oxford l'utilise pour s'entraîner avant les régates. Mais, si agréable que cette absence d'écluse soit au canotier, le simple amateur de sensations est en droit de le regretter. Pour ma part, j'aime beaucoup les écluses. Elles rompent favorablement la monotonie du soucage. Pardon, je vais essayer de faire comme ça, voilà. Du soucage, je me plais assis dans le canot à m'élever lentement des humides profondeurs du Saz vers un nouveau bief et un nouveau paysage, ou à m'enfoncer pour ainsi dire hors du monde, puis à y attendre que les sombres portes grincent et que, dans leur entrebâillement, le mince liséré de jour s'élargisse peu à peu jusqu'à vous découvrir enfin tout le beau fleuve riant. Et vous poussez votre petit bateau délivré hors de sa brève prison, une fois de plus sur les eaux familières. Ce sont des endroits pittoresques, ces écluses. Le bon vieil éclusier et son avenante épouse ou sa fille au minois éveillé sont d'agréables interlocuteurs pour faire un bout de causette. On rencontre là d'autres canots et on échange les nouvelles de la rivière. Sans ces écluses fleuries, la Tamise ne serait pas le pays de rêve qu'elle est. À propos d'écluses, je me rappelle un accident qui faillit nous arriver à Georges et à moi un matin de juillet à Hampton Court. Il faisait une journée splendide. L'écluse était comble et comme il est d'usage, un photographe avisé prenait une vue de tous les canots groupés sur les eaux montantes. Pardon. Je ne m'étais pas rendu compte tout de suite de ce qui se passait et je fus donc très étonnée de voir Georges lisser bien vite son pantalon, faire bouffer ses cheveux et camper crânement sa casquette en arrière, puis, prenant un air d'affabilité et de mélancolie, s'asseoir dans une pose gracieuse et s'efforcer de dissimuler ses pieds. Ma première idée fut qu'il venait tout à coup d'apercevoir une demoiselle de ses connaissances et je la cherchais dans la foule pour voir qui c'était. Tous les gens qui se trouvaient dans la chambre d'écluse semblaient avoir été subitement pétrifiés. Ils se tenaient assis ou debout dans les poses les plus bizarrement forcées que j'ai jamais vues sur un éventail japonais. Toutes les jeunes filles souriaient. Oh, qu'elles avaient l'air gentilles! Et tous les garçons fronçaient les sourcils et paraissaient sévères et nobles. Mais enfin, je compris tout en un éclair et je me demandais si je serais prête à temps. Notre canot se trouvait tout au premier plan et ce ne serait pas bien, pensais-je, de gâcher le cliché de l'opérateur. Je fis donc vivement volte-face et pris position à l'avant, appuyé sur la gaffe en une gracieuse attitude, évocatrice de force et de souplesse. Pardon. Il y a du vent. J'arrangeai mes cheveux pour les faire bouffer sur le front et répandis sur mes traits un air qui me sied, dit-on, d'affabilité langoureuse, rehaussée d'un grain de cynisme. On ne bougeait plus, dans l'attente du moment psychologique, lorsque j'entendis quelqu'un lancer derrière moi. « Hé, attention à ton nez !» Je ne pouvais pas me retourner pour voir de quoi il s'agissait et qui devait faire attention à son nez. Je jetai un coup d'œil oblique sur celui de Georges, il était normal, ou du moins ce qui péchait en lui n'était pas susceptible de rectification. Je louchai vers le mien, qui me parut en aussi bon état que possible.
« Fais attention à ton nez, espèce de cornichon !» reprit la même voix plus fort. Et une autre s'écria « Dégagez donc votre nez, saperlotte, vous là-bas, les deux avec le chien !» Ni Georges, ni moi n'osâmes nous retourner. Le photographe avait la main sur l'obturateur et le cliché allait être pris d'un instant à l'autre. Qu'est-ce qui se passait avec nos nez? Pourquoi fallait-il les dégager? Mais alors l'écluse tout entière se mit à pousser des cris et une voix de stentor nous hurla dans le dos. « Faites attention à votre canot, messieurs, vous deux avec la casquette rouge et la casquette noire. C'est sous forme de 2 cadavres que vous serez pris en photo si vous ne vous dépêchez pas. » Nous regardâmes alors le nez de notre canot et vîmes qu'il s'était engagé sous un étrésillon de l'écluse tandis que l'eau arrivant dans le sas montait tout autour et le faisait pencher. Un instant de plus et nous chavirions. Prompt comme la pensée, nous attrapâmes chacun un aviron et une vigoureuse poussée contre la porte de l'écluse délivra le canot et nous envoya rouler les 4 fers en l'air. Nous ne fîmes pas trop bonne figure sur ce groupe, Georges et moi. Naturellement, comme il fallait s'y attendre, notre chance voulut que l'opérateur déclenchât sa fichue mécanique à l'instant précis où nous étions tous les deux étendus sur le dos avec l'air égaré du monsieur qui s'écrie « Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe ?» tandis que nos 4 pieds s'agitaient désespérément dans l'air. Nos pieds étaient manifestement le clou de cette photographie. À peine si l'on y voyait autre chose. Ils occupaient tout le premier plan. Derrière eux, on entrevoyait des bribes des autres canaux et des fragments de paysages, mais tout ce qu'il y avait d'autre dans le sas paraissait d'une insignifiance si dérisoire comparativement à nos pieds que tous les autres figurants du groupe rougirent d'eux-mêmes et refusèrent de souscrire pour l'achat du portrait. Le propriétaire d'un bateau à vapeur, qui en avait retenu 6 épreuves, annula sa commande à la vue du négatif. Il les prendrait volontiers, déclara-t-il, si quelqu'un pouvait lui faire voir son embarcation. Mais personne n'en fut capable. Elle était quelque part derrière le pied droit de Georges. Quant à nous, le photographe prétendait nous faire prendre une 12aine d'exemplaires chacun, vu que nous formions à nous seuls les 9/10 du groupe. Mais nous refusâmes, disant que cela ne nous dérangeait pas d'être photographiés en pied, mais que nous préférions être pris la tête en haut. Wallingford, à 10 km de Streatley, est une ville très ancienne et a joué un rôle fort actif dans la genèse de l'histoire de l'Angleterre. C'était une agglomération de grossières huttes de torchis, à l'époque des anciens Bretons qui y campaient, chassés ensuite par les légions romaines qui remplacèrent les murs d'argile par de puissantes fortifications, dont les siècles n'ont pas encore réussi à balayer la trace, car les maçons de l'Antiquité savaient bâtir solidement. Mais le temps qui a respecté les murs romains réduisit vite les Romains en poussière et sur ce terrain, dans la suite des siècles, combattirent les farouches Saxons et les Danois géants jusqu'à l'arrivée des Normands. Ce fut une ville murée et fortifiée jusqu'à l'époque de la guerre parlementaire où Fairfax lui fit subir un long siège. Elle tomba finalement et ses murailles furent rasées. De Wallingford à Dorchester, les abords du fleuve deviennent plus accidentés, plus variés et plus pittoresques. Dorchester se trouve à 1 kilomètre du fleuve. On peut y accéder en remontant la Tamise si on a un petit canot. Mais il est préférable de quitter la rivière à l'écluse de Day et d'aller à pied à travers champs. Dorchester est une vieille localité d'une paix exquise, engourdie dans une tranquillité muette et somnolente. Dorchester, comme Wallingford, fut une cité au temps des anciens Bretons. Elle s'appelait Caerdoren, la cité sur l'eau. En des âges plus récents, les Romains La cité sur l'eau. En des âges plus récents, les Romains y établirent un vaste camp dont l'enceinte fortifiée subsiste aujourd'hui sous la forme de longs tertres bas. À l'époque des Saxons, elle fut la capitale du Wessex. Aujourd'hui, elle reste à l'écart de l'agitation du monde et songe mélancoliquement au passé. Aux abords de Clifton Hampden, charmant petit village désuet, paisible, égayé de fleurs, le coup d'œil sur la Tamise est superbe. Si vous passez la nuit à terre à Clifton, vous ne pouvez mieux faire que de descendre à la Meule d'Orge. C'est, à mon avis, de toutes les auberges de la haute Tamise sans exception, la plus curieuse et la plus ancienne. Elle se trouve à droite du pont, tout à fait en dehors du village. Son toit de chaume et ses fenêtres à petits carreaux lui donnent un air très libre d'image et son intérieur est encore plus du temps jadis. Elle n'est pas du
tout faite pour loger une héroïne de roman moderne. Celle-ci est toujours divinement élancée et toujours elle se redresse de toute sa taille. À la meule d'orge, chaque fois qu'elle ferait ce geste, elle se cognerait la tête au plafond. La maison ne conviendrait guère non plus aux ivrognes. Trop de surprises vous attendent au long des couloirs, en fait de marche à monter ou à descendre. Et arriver à leur chambre ou y trouver leur lit serait pour eux des opérations d'une impossibilité radicale. Le lendemain, nous nous levâmes de bonne heure, car nous voulions être à Oxford pour l'après-midi. C'est étonnant ce qu'on peut se lever tôt quand on campe à l'air libre. Roulé dans une couverture et étendu sur les planches d'un canot avec une valise pour oreiller, on songe beaucoup moins à rester couché encore 5 petites minutes que lorsqu'on dort dans un lit de plumes. Dès 8h30, nous avions fini de déjeuner et nous nous engagions dans l'écluse de Clifton. De Clifton à Culham, les rives du fleuve sont plates, monotones et sans intérêt, mais dès que l'on a franchi l'écluse de Culham, la plus glaciale et la plus profonde de la Tamise, le paysage s'améliore. À Abingdon, le fleuve longe les rues. Abingdon est une classique petite ville de province, tranquille, éminemment respectable, propre et désespérément morne. Elle se fait gloire de son antiquité, mais il semble douteux qu'on puisse sur ce point la comparer à Wallingford et à Dorchester. Il y avait ici autrefois une célèbre abbaye et, dans ce qui reste de ces murs consacrés, on fabrique aujourd'hui de la bière. Pardon pour le bruit avec le micro. Dans l'église Saint-Nicolas à Abingdon, il y a un monument à la mémoire de John Blackwall et de sa femme Jane qui, après avoir mené une vie conjugale heureuse, moururent le même jour, le 21 août 1625. Et dans l'église Sainte-Hélène, une plaque indique que W. Lee, mort en 1637, avait pendant sa vie engendré une descendance de 197 personnes. Mr. W. Lee, 5 fois maire d'Abingdon, fut sans aucun doute un bienfaiteur de sa génération, mais j'espère qu'ils ne sont pas nombreux du même genre dans ce 19e siècle surpeuplé. D'Abingdon à Nuneham Courtenay, le trajet est charmant. Le parc de Nuneham mérite d'être vu. Sa visite a lieu le mardi et le jeudi. Le château renferme une superbe collection de tableaux et de curiosités et le parc est très beau. Le trou d'eau près du déversoir de Sandford, juste après l'écluse, est un très bon endroit pour se noyer. Il y a là un remous d'une force terrible et une fois que vous êtes pris dedans, vous êtes sûr de votre affaire. Un obélisque marque l'endroit où 2 hommes se sont déjà noyés en se baignant là, et le piédestal de l'obélisque sert habituellement de tremplin aux jeunes gens qui veulent plonger pour savoir si l'endroit est réellement aussi dangereux qu'on le dit. L'écluse et le moulin d'Iffley, 2 kilomètres avant d'arriver à Oxford, sont un sujet de tableau favori des amoureux de la rivière qui manient le pinceau. Mais après les tableaux, la réalité est assez décevante. J'ai remarqué qu'il est peu de choses qui soient aussi belles que leur représentation picturale. Nous passâmes l'écluse d'Iffley vers 12h30. Et ensuite, après avoir mis le canot en ordre et fait nos préparatifs de débarquement, nous entreprîmes nos derniers 1500 mètres. Le trajet d'Iffley à Oxford est le parcours le plus difficile que je connaisse sur la Tamise. Il faudrait être né sur cette étendue d'eau pour s'y reconnaître. J'ai navigué bon nombre de fois, mais je ne sais toujours pas comment m'y prendre. L'homme qui serait capable de ramer en gardant la ligne droite d'Oxford à Iffley devrait avoir le droit de vivre confortablement sous un toit avec sa femme, sa belle-mère, sa sœur aînée et le vieux domestique qui était déjà dans la famille quand son maître était tout jeune enfant. Tout d'abord, le courant vous pousse en plein sur la rive droite, ensuite sur la gauche, puis il vous renvoie au milieu, vous fait faire 3 tours en vous ramenant vers l'amont, et finit toujours par tenter de vous broyer comme un ponton de l'université. En conséquence de quoi, naturellement, sur cet espace de 1500 mètres, nous faillîmes entrer en collision avec une quantité d'autres canots et eux avec nous, et il s'en suivit pas mal de gros mots. Je ne sais pas comment cela se fait, mais tout le monde est toujours extraordinairement irritable sur la Tamise. La plus petite anicroche, dont vous ne vous apercevriez pas sur la terre ferme, vous rend fou de rage lorsqu'elle se produit sur l'eau. Quand George ou Harris commettent une bêtise à terre, je souris avec indulgence. Sur le fleuve, à la moindre maladresse, je les accable d'injures. Quand un autre bateau se met dans mon chemin, je suis tentée de prendre un aviron pour tuer tous ses occupants.
Les gens du caractère le plus bénin quand ils sont à terre deviennent en canot féroces et sanguinaires. Il m'est arrivé un jour de naviguer avec une jeune demoiselle. Elle était du naturel le plus doux et le plus aimable qu'on puisse imaginer. Mais sur la rivière, c'était vraiment effrayant de l'entendre. « Oh, que le diable emporte celui-là !» s'exclamait-elle quand un infortuné rameur se mettait dans son chemin. « Il ne peut donc pas regarder où il va ?» Ou bien « Ah, la barbe avec ce sale machin !» disait-elle révoltée quand la voile ne se laissait pas hisser correctement. Elle l'empoignait et la secouait avec une réelle brutalité. Pourtant, comme je l'ai dit, elle était à terre, charmante et douce. L'air fluvial a sur le caractère un effet démoralisant. Et c'est là, je pense, ce qui fait que les bateliers eux-mêmes sont parfois si grossiers entre eux et se servent d'un langage qu'ils regrettent sans nul doute dans leurs moments plus calmes. Je vais peut-être me tourner un peu parce qu'il y a beaucoup de vent. Excusez-moi. J'espère que vous m'entendez. Je me tourne tellement que vous ne me voyez plus. Attendez. Comment on fait ? Voilà. Chapitre 19. Oxford. L'idée que Montmorency se fait du ciel. Le canot de location, ses beautés et ses avantages. La gloire de la Tamise. Le temps change. Le fleuve sous divers aspects. Une soirée peu folâtre. Aspiration vers l'impossible. Échange de gais propos. Georges joue du banjo. Une mélodie funèbre. Deuxième journée de pluie. La fuite, un petit souper et un toast. Nous passâmes à Oxford 2 jours très agréables. Il y a beaucoup de chiens dans la ville d'Oxford. Montmorency se battit 11 fois le premier jour et 14 le second. Il se croyait évidemment arrivé au ciel. Chez les gens trop faibles de constitution et d'un naturel trop paresseux pour aimer le labeur d'une remontée du fleuve, c'est une coutume répandue de louer un canot à Oxford et de descendre à l'aviron. Mais pour les courageux, le voyage vers l'amont est certainement préférable. Cela ne vaut rien de suivre toujours le courant. On éprouve plus de satisfaction à cambrer la poitrine pour lutter contre lui et à réussir à avancer malgré lui, tel est, du moins, mon avis. Lorsque Harris et George rament et que je gouverne. À ceux qui seraient tentés de choisir Oxford comme point de départ, je dirais « Prenez votre canot à vous », sauf bien entendu si vous pouvez prendre celui d'autrui sans risquer d'être découvert. Les canots qu'on trouve à louer sur la Tamise au-delà de Marlow sont en règle générale excellents. Ils sont suffisamment étanches et aussi longtemps qu'on les manie avec précaution, il est rare de les voir s'ouvrir en deux et couler. On trouve dans ces canots de quoi s'asseoir et tout le nécessaire, ou presque, pour vous permettre de les mener à la rame et de les gouverner. Mais ils ne sont pas décoratifs. Le bateau loué en amont de Marlow n'est pas de ceux qui vous permettent de briller ou de poser pour la galerie. Ce canot-là met vite un frein aux velléités de ce genre que peuvent manifester ses occupants. C'est là son principal, pour ne pas dire son unique mérite. Le canotier qui monte un bateau loué dans ce coin-là est modeste et discret. Il se tient de préférence sous les arbres du côté de l'ombre et accomplit la plus grande partie de son trajet le matin de bonne heure ou tard dans la soirée lorsqu'il n'y a pas trop de monde sur l'eau pour le regarder. Quand l'occupant du canot de location aperçoit une de ses connaissances, il gagne aussitôt la rive et va se cacher derrière un arbre. Un été, avec des copains, nous louâmes un canot en amont du fleuve pour une excursion de quelques jours. Aucun de nous n'avait encore vu ce genre de canot-là, et nous ignorions ce qu'il pouvait être quand nous fîmes sa connaissance. Nous avions écrit pour retenir un canot à 2 paires de rames. Quand nous arrivâmes chez le loueur de bateau avec nos valises et que nous eûmes dit nos noms, le patron répliqua « Ah oui, c'est vous qui avez commandé un canot à 2 paires de rames. Parfait. Jim, sors donc la gloire de la Tamise. » Le garçon s'éloigna et reparut 5 minutes plus tard, luttant avec un assemblage de bois antédiluvien qu'on eût cru déterré depuis peu et manipulé sans soin, ce qui l'avait endommagé plus que de raison. Ma première idée, à l'aspect de l'objet, fut qu'il s'agissait de quelques débris romains, débris de quoi je l'ignorais, d'un sarcophage peut-être. La région de la Haute-Tamise abonde en débris romains et ma supposition me paraissait des plus vraisemblables, mais le jeune savant de notre bande, vague géologue, rejeta dédaigneusement mon hypothèse du débris romain et déclara qu'il était évident à la plus pauvre intelligence, catégorie dans laquelle il semblait regretter de ne pouvoir en conscience me ranger, que la chose trouvée par le garçon était un fossile de baleine.
et il nous démontra, preuves à l'appui, que cet animal avait dû appartenir à la période préglaciaire. Pour trancher la question, nous recourûmes au garçon. Nous le priâmes de parler sans crainte et de nous dire la vérité vraie. Était-ce un fossile de baleine antédiluvienne ou était-ce un sarcophage romain? Le garçon répondit que c'était la gloire de la Tamise. Au premier abord, nous trouvâmes la repartie fort spirituelle, et quelqu'un lui donna 2 pence pour sa promptitude d'esprit. Mais comme il n'en démordait pas, la plaisanterie nous parut avoir trop duré. On se fâcha. « Allons, mon ami, dit sévèrement notre capitaine, en voilà assez de ces balivernes, rapportez à votre mère son baquet à lessive et amenez-nous le canot. » Survint alors le constructeur de bateau en personne qui nous affirma sur sa parole de praticien que l'objet était réellement un canot, voire le canot à 2 paires de rames choisies pour nous porter dans notre descente de la rivière. Nous récriminâmes beaucoup. Nous trouvions qu'il aurait pu tout au moins le faire badigeonner à la chaux ou au goudron, y faire au moins quelque chose pour le distinguer de l'épave d'un naufrage, mais il se refusait à lui trouver aucun défaut. Il parut même offensé de nos remarques. Il affirmait nous avoir choisi le meilleur canot de sa réserve et il estimait que nous aurions pu lui en être reconnaissants. Il ajouta que la gloire de la Tamise, telle qu'elle était là, servait depuis 40 ans à sa connaissance. Personne encore ne s'en était jamais plaint et il ne voyait pas pourquoi nous serions les premiers à le faire. Nous cessâmes de discuter. Après avoir consolidé le soi-disant canot avec des bouts de ficelle et collé un peu de papier de tenture sur les endroits les plus avariés, chacun recommanda son âme à Dieu et tous s'embarquèrent. On nous compta 35 shillings pour la location de ce débris pendant 6 jours, alors qu'on aurait pu acheter l'objet pour 4 shillings et demi, tout frais payé à n'importe quelle vente de bois d'épave sur la côte. Le temps changea le 3e jour. Oh, je parle maintenant de notre présent voyage. Et ce fut sous une pluie battante que nous quittâmes Oxford pour regagner nos pénates. La Tamise. Quand le soleil étincelle sur ses vaguelettes dansantes, faisant jouer des reflets d'or sur les troncs gris verts des hêtres, transperçant de ses rayons les bois frais et sombres, projetant des diamants sur la roue des moulins, irisant les eaux écumeuses des écluses, lançant des baisers aux lys, argentant murs et ponts moussus, égayant le moindre hameau, rendant tout sentier et toute prairie aimable, s'accrochant aux buissons, souriant dans chaque crique, éclatant sur les lointaines voiles blanches, imprégnant l'air de splendeur, la Tamise, dis-je, est un fleuve de rêve. Mais la Tamise, triste et glacée, quand les gouttes de la pluie incessante tombent sur ses eaux grises et mornes comme les larmes d'une femme qui pleure tout bas dans les ténèbres, quand les bois, muets et assombris, drapés de brumes vaporeuses, sont sur ses bords comme des fantômes muets aux yeux chargés de reproches, tels ceux des mauvaises actions ou des amis délaissés, la Tamise n'est plus qu'une eau hantée de revenants au pays des vains regrets. La lumière du soleil est la vie même de la nature. Quand le soleil s'est retiré d'elle, notre mère, la terre, nous regarde avec des yeux tellement tristes et sans âme que sa présence alors nous navre. On dirait qu'elle ne nous connaît plus et qu'elle a cessé de nous aimer. On dirait une veuve qui a perdu son mari bien-aimé et que ses enfants prennent par la main et regardent dans les yeux sans qu'elle puisse même leur sourire. Toute cette journée-là, nous tirâmes l'aviron sous la pluie et ce fut un travail bien mélancolique. Au début, nous faisions comme si cela nous amusait. C'était un changement, disions-nous, et nous aimions voir la rivière sous ses différents aspects. On ne pouvait pas s'attendre à avoir toujours du soleil, disions-nous. La nature, disions-nous, n'est-elle pas belle, même en pleurs? Et de fait, durant les quelques premières heures, Harris et moi nous fûmes pleins d'entrain et nous chantâmes une romance célébrant la vie du bohémien, cette existence délicieuse livrée à la tempête et au soleil et à tous les vents, et affirmant qu'il aime la pluie, la bonne pluie, et qu'il se moque de ceux qui ne l'aiment pas. Georges prit la chose plus froidement et se borna à ouvrir son parapluie. Nous dressâmes la bâche avant le déjeuner et la gardâmes tout l'après-midi, ne laissant à l'avant qu'un tout petit espace pour permettre à l'un de nous de pagayer et d'ouvrir l'œil. Nous fîmes 15 kilomètres de cette façon et nous arrêtâmes pour la nuit un peu après l'écluse de Day. Je ne saurais dire sincèrement que notre soirée fut joyeuse. La pluie se déversa avec une tranquille obstination. Tout ce qu'il y avait dans le canot était humide et visqueux. Le souper fut pitoyable.
le pâté de veau froid quand on n'a pas faim tant à vous rester dans le gosier. Je regrettais l'absence de friture et de côtelettes. Harris nous entretint de sauce blanche et passa le reste de son veau à Montmorency qui refusa et apparemment froissé par cette offre alla s'asseoir tout seul à l'autre bout du bateau. Georges nous pria de parler d'autre chose au moins jusqu'à ce qu'il eût terminé son bœuf bouilli froid et sans moutarde. Après souper, nous fîmes un écarté à un penny la partie. Nous y jouâmes pendant 2 heures, au bout desquelles Georges avait gagné 4 pence, Georges est toujours heureux aux cartes, et Harris et moi avions perdu 2 pence chacun. Nous crûmes bon, après cela, de renoncer au jeu, car, comme le dit Harris, quand il est poussé trop loin, il engendre une émotion malsaine. Georges nous offrit la revanche, mais nous refusâmes, Harris et moi, de lutter davantage contre le destin. Ensuite, on fit du grog et on s'assit en rond à causer. Georges nous raconta l'histoire d'un homme qu'il avait connu, lequel, en remontant la Tamise 2 ans plus tôt, avait dormi dans un canot humide par une nuit exactement pareille à celle-ci. Il en était résulté une pleurésie, dont il mourut au bout de 10 jours en dépit de tous les soins. C'était, nous dit Georges, un homme tout jeune et qui, détail navrant, était fiancé. Il nous dit que c'était une des choses les plus tristes qu'il ait jamais entendu raconter. Harris se rappela aussitôt un de ses amis qui s'était engagé comme volontaire et avait couché sous la tente par une nuit de pluie au camp d'Aldershot. Bonjour. Une nuit toute pareille, ajouta Harris. Le matin, il s'était réveillé infirme pour la vie. Harris promit de nous faire sa connaissance à notre retour en ville. Cela nous fendrait le cœur. Il s'ensuivit tout naturellement une charmante conversation sur la sciatique, les fièvres, grippe, pneumonie et bronchite. Harris dit que ce serait bien malencontreux si l'un de nous venait à tomber gravement malade cette nuit, vu que nous serions très loin de tout médecin. Ces propos firent naître en nous le désir de voir suivre quelque chose d'un peu folâtre et, dans un moment de faiblesse, je proposai à Georges de sortir son banjo et de tâcher de nous jouer une chansonnette comique. Je dois dire à la louange de Georges qu'il ne se fit pas prier. Il ne feignit pas d'avoir laissé sa musique chez lui et ne recourut à aucun subterfuge dilatoire de ce genre. Il tira aussitôt son instrument et se mit à jouer 2 jolis yeux noirs. Jusqu'à ce soir-là, j'avais toujours considéré 2 jolis yeux noirs comme un air assez banal. Les riches accents de tristesse que Georges sut en extraire me surprirent beaucoup. Tandis que les funèbres mesures se déroulaient, le désir grandit chez Harris et chez moi de nous jeter dans les bras l'un de l'autre et de fondre en larmes. Mais à force de volonté, nous refoulâmes nos pleurs, naissant pour écouter en silence la lamentable et nostalgique mélodie. Même quand vint le refrain, nous fîmes un effort désespéré pour être gais. Remplissant nos vers, nous unîmes nos voix. Celle de Harris, tremblante d'émotion, conduisait celle de Georges, et la mienne suivait à quelques mots en arrière. 2 jolis yeux noirs. Oh, quelle surprise! Ne sachant que vous dire, monsieur, vous faites erreur. 2. Là, nous craquâmes. Georges avait mis sur ce 2 un accompagnement d'une tristesse si déchirante qu'il me fut impossible, dans notre affliction, de le supporter. Harry sanglotait comme un petit enfant et Montmorency ululait à faire croire qu'il allait sûrement se fendre le cœur et la mâchoire. Georges voulait chanter encore un couplet. Il affirmait qu'avec un peu plus d'ensemble dans la mesure et un peu plus d'aisance dans l'interprétation, ce ne serait pas trop mal. L'opinion de la majorité, néanmoins, se prononça contre l'expérience. Il ne nous resta plus qu'à aller nous coucher. Pardon. C'est-à-dire à nous déshabiller et à nous retourner dans le fond du canot pendant 3 ou 4 heures. Après quoi, nous réussîmes à dormir tant bien que mal jusqu'à 5 heures du matin. Alors, nous nous levâmes tous pour déjeuner. Le 2e jour fut exactement pareil au premier. La pluie continua de tomber à verse et nous restâmes enveloppés dans nos caoutchoucs, blottis sous la bâche à descendre lentement au fil de l'eau. Durant le cours de la matinée, l'un de nous, j'ai oublié lequel, mais je crois bien que c'était moi, s'efforça timidement de reprendre cette vieille rengaine du bohémien enfant de la nature et savourant la pluie, mais ça ne mordit pas du tout. Le vers, la pluie, je m'en moque bien, moi, était si péniblement approprié à nos sentiments à tous qu'il me parut fort inutile de le chanter. Nous étions tous d'accord sur un point, à savoir que, quoi qu'il pût advenir, nous boirions le calice jusqu'à la lie.
Nous étions partis pour passer une quinzaine sur la Tamise et nous aurions notre quinzaine de vacances, dussions-nous en périr. Ce qui serait, il est vrai, bien triste pour nos parents, mais il n'y avait pas de remède. Céder au mauvais temps sous un climat tel que le nôtre serait d'un précédent par trop déplorable. Il n'y a plus que 2 jours, dit Harris, et nous sommes jeunes et robustes, nous tiendrons bien jusqu'au bout. Vers les 4 heures, nous commençâmes à régler nos dispositions pour la soirée. Nous étions alors un peu au-delà de Goring et nous décidâmes de pagayer jusqu'à Pangbourne, où nous nous arrêterions pour la nuit. Encore une charmante soirée, grommela George. Nous méditâmes sur cette perspective. Nous serions à Pangbourne vers 5 heures. Nous aurions fini de dîner, mettons, à 6h30. Après quoi, il nous resterait à faire le tour du village sous la pluie battante jusqu'à l'heure du souper, ou bien à nous attarder à lire l'almanach dans un estaminet mal éclairé. Ma foi, l'Alhambra me tenterait presque davantage, dit Harris, en aventurant une minute sa tête au dehors de la bâche pour jeter un coup d'œil sur le ciel. Avec un petit souper pour finir, ajoutai-je, quasi sans y penser. Oui, c'est presque dommage que nous ayons décidé de ne pas quitter le bateau, répondit Harris. Il y eut un silence. Si nous n'avions pas décidé de trouver une mort assurée dans ce vieux cercueil de malheur, rétorqua George en lançant sur le canot un regard de féroce malveillance, cela vaudrait peut-être la peine de vous faire remarquer qu'il y a un train quittant Pangbourne, je le sais, un peu après 5 heures, lequel nous mettrait en ville bien à temps pour manger un morceau et puis aller à l'établissement que l'on vient de mentionner. Personne ne souffla mot. Nous nous entre-regardions. Et chacun semblait voir ses propres pensées basses et coupables se refléter sur le visage des autres. En silence, on tira et on garnit la valise. On inspecta le fleuve en amont et en aval. Personne en vue. 20 minutes plus tard, 3 formes humaines, escortées par un chien à l'air piteux, sortaient furtivement du hangar à bateau du Cygne pour gagner la gare. Elles étaient revêtues du costume ci-après, aussi fripé qu'inélégant, souliers de cuir noir, sales, complet de flanelle de plaisancier, très sale, chapeau mou brun, fort usagé, imperméable, très mouillé, parapluie. Nous avions trompé le loueur de canot de Pangbourne. Nous n'avions pas eu le front de lui avouer que nous fuyions la pluie. Nous avions laissé le canot avec tout son contenu sous sa garde, avec ordre de nous le tenir prêt pour le lendemain matin 9 heures. Si, ajoutâmes-nous, si par hasard il survenait un événement imprévu pour empêcher notre retour, nous lui écririons. Dès 7 heures, nous étions à Paddington. Un cab nous mena droit au restaurant ci-dessus mentionné. Nous y prîmes un léger repas. Il laissa Montmorency en même temps que des instructions pour que qu'on nous tînt prêt notre souper à 10h30 et continuâmes notre chemin vers Leicester Square. Nous attirâmes beaucoup l'attention à l'Alhambra lorsque nous nous présentâmes au guichet. On nous enjoignit grossièrement de faire le tour par l'entrée des artistes en nous avertissant que nous étions en retard d'1 demi-heure. Nous eûmes quelque peine à convaincre l'homme du guichet que nous n'étions pas les fameux acrobates des monts Himalaya. Mais il finit par accepter notre argent et nous laissa entrer. À l'intérieur, notre succès fut encore plus grand. Des regards admiratifs suivaient dans la salle nos belles mines bronzées et nos tenues pittoresques. Nous étions le point de mire de tous les yeux. Ce fut un moment glorieux pour nous 3. Nous partîmes peu après le premier ballet pour regagner le restaurant où notre souper nous attendait. Je dois reconnaître que je pris plaisir à ce souper. 10 jours durant, nous ne nous étions nourris à peu de choses près que de viande froide, de gâteaux et de tartines de confiture. Régime frugal et nourrissant, mais pas trop monotone. Le parfum du Bourgogne, l'odeur des sauces françaises, l'aspect des serviettes toutes propres et des longs pains viennois furent une réjouissance pour notre être intime. Pendant un moment, nous dévorâmes en silence. Puis vint l'heure où, au lieu de nous tenir bien droit et de manier vigoureusement couteaux et fourchettes, nous nous reculâmes sur nos chaises pour en jouer plus négligemment. Les jambes s'allongèrent sous la table, on laissa glisser les serviettes à terre sans les ramasser, et on prit enfin le loisir d'examiner plus attentivement le plafond enfumé. On reposa les verres à bout de bras sur la table et on se sentit béat, pensif et plein d'indulgence. Alors Harris, qui était assis près de la fenêtre, écarta le rideau et regarda dans la rue. Elle reluisait obscurément, toute mouillée. Les vagues réverbères clignotaient sous les rafales, la pluie clapotait sans arrêt dans les flaques et dégoulinait des gouttières, les caniveaux coulaient à plein bord. De rares passants trempés se hâtaient, courbés sous leurs parapluies ruisselants, et les femmes retroussaient leurs jupes à pleines mains.
Allons, dit Harris en allongeant le bras vers son verre. Nous avons fait une charmante excursion et j'en rends grâce à la nymphe de la Tamise, mais nous avons bien fait de laisser tomber quand il était temps. Je bois à la santé de 3 hommes délivrés du bateau. Et Montmorency, se dressant jusqu'à la fenêtre sur ses pattes de derrière, regarda dans la nuit et, lançant un bref aboiement, se joignit résolument à notre toast. Et c'est la fin de 3 hommes dans un bateau, sans parler du chien. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce voyage sur la Tamise vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles lectures. Merci encore et prenez soin de vous surtout. Merci.